Bonjour Laurent. Bonjour Paul. Bonjour Eric. Bonjour Paul, bonjour Laurent. Bonjour Eric. Merci de nous rejoindre dans cet épisode de Ma Petite Entreprise où nous allons parler de plein de choses intéressantes, dont du management. Parce qu'il paraît que c'est ta spécialité. Oui, alors je ne sais pas si c'est ma spécialité. Alors déjà, je vous remercie de m'avoir accueilli en ce jour chez vous, dans ma petite entreprise. Et puis, avec grand plaisir. Ouais. Et puis, vous dire que oui, spécialité, je ne sais pas, en tout cas, une sorte de passion. Passion, ouais. Ouais, depuis combien de temps ? Depuis 25 ans maintenant, un peu plus, puisque j'ai créé mon entreprise il y a 3 ans et je suis actuellement consultant, formateur, coach, essentiellement en management, mais aussi en négociation commerciale. Mais surtout, j'ai passé 25 ans dans le monde du salariat, en entreprise, dans des grands groupes bancaires français, sur des postes de management. Qu'est-ce qui t'a fait changer de métier ? Alors, qu'est-ce qui m'a fait ? C'est une très bonne question, parce que vous doutez bien que je me la suis posée avant de... Il aime bien aujourd'hui, quand je suis très chaud. Non, mais quand Je suis il très est chaud. J'ai flatté. Alors des fois, je fais des questions à la con, mais aujourd'hui, je fais des bonnes questions, donc je suis assez fier de moi, tu vois. Tu peux. Je peux. Avant de me lancer, donc avant de Ouais. créer mon entreprise, bien entendu que je me suis posé cette question. Ça nécessitait une grande réflexion, parce qu'en plus, je quittais une situation particulièrement confortable sur tous les plans. Et je dirais que ce qui m'a fait basculer 2 choses. La première, c'est peut-être un vieux goût, vous voyez, de l'entrepreneuriat que j'avais en arrière-bouche du temps de mes études en école de commerce à Montpellier, où j'avais déjà un petit peu cette vocation-là. Et puis la vie, on a décidé autrement pendant 25 ans, puisque j'ai été donc salarié. Et puis j'ai découvert ce goût pour la transmission. Et c'est essentiellement ça qui m'a fait basculer. Le goût pour la transmission, la formation, le fait de faire grandir des gens. Alors, bien entendu, aujourd'hui des managers en entreprise, mais aussi des jeunes que j'ai la chance d'avoir en Master 1, Master 2, puisque je fais aussi un peu d'enseignement. Dans différentes écoles à Marseille ? Dans différentes écoles, effectivement, essentiellement de commerce à Marseille. On en parlera tout à l'heure, notamment de ton regard par rapport à ça, des jeunes aujourd'hui, et de leur vision aussi du monde de l'entreprise, du management et leur relation par rapport à ça. Mais avant d'aborder ce sujet-là, dans ton parcours, qu'est-ce qui a fait que tu as basculé vraiment dans l'entrepreneuriat, que tu as fait ce déclic-là ? Quel est le moment Alors, clé ? je le disais il y a un instant, la situation d'hyper-confort dans le salariat, dans l'entreprise dans laquelle j'étais, je dirigeais un centre d'une centaine de collaborateurs, un centre de relations clients avec des managers dans mes équipes, etc. Et j'étais vraiment en situation de confort, donc avec à la fois de la performance, mais aussi de la qualité de vie au travail. Alors, je n'aime pas le mot bonheur au travail, donc j'emploierais ou qualité de vie au travail ou bien-être au travail. Parce que pour moi, le bonheur est quelque chose de bien plus fondamental et totalement individuel. C'est-à-dire que le bonheur, c'est la capacité, enfin il me semble, c'est ma définition, à trouver le vrai sens de sa vie pour chacun d'entre nous. Vous voyez, il y a quelque chose d'assez intérieur, en tout cas, et personnel. pour moi, et mais de très personnel dans le bonheur. J'aime beaucoup cette phrase c'est un peu ça rejoint le sens d'entreprise. Là, c'est un peu le sens de toi-même, en fait. Oui, la raison d'être. La raison d'être de l'individu. Et du coup, ça m'amène une question. Selon toi, est-ce que l'entreprise peut rendre heureux ? Ou une entreprise peut rendre heureux ? Un salarié, du coup. Ou même le chef d'entreprise, d'ailleurs. Alors, à cette question, je vais répondre par rapport à ce que je disais sur le bonheur au travail. C'est-à-dire que non, l'entreprise ne peut pas rendre heureux. L'entreprise peut faire en sorte de vous mettre dans les meilleures conditions possibles d'épanouissement. Dans le cadre de votre travail, ça oui, je le crois profondément, sinon je ne ferais pas aujourd'hui le métier que je fais. Mais le bonheur, encore une fois, reste un vrai sujet intérieur et personnel. D'accord. Donc même si tu as les conditions qui font que tu peux pas maîtriser le bonheur de tes collaborateurs. Non, je ne crois pas. Je ne crois pas. Alors, il y a différentes thèses qui existent aujourd'hui. On parle beaucoup, effectivement, d'entreprises libérées, de ce genre de choses qui mettent en avant, justement, cette notion de bonheur au travail. Personnellement, je n'y crois pas. Je crois beaucoup au bien-être au travail. Et je crois surtout... Ce qui est très différent. Exactement. Et ce qui est très différent, la qualité de vie au travail, le bien-être au travail, et le fait aussi que les entreprises sont, à un moment donné, et leurs dirigeants sont responsables de ça. Ouais. Mais du coup, je rebondis parce que ça m'amène en fait une question qui est aujourd'hui peut-être parfois, je ne sais pas ce que tu en penses, mais on mélange
le bien-être pour soi, du bien-être collectif. Et au travail, on se déresponsabilise. C'est-à-dire que souvent, il y a beaucoup de gens qui disent en fait, c'est l'entreprise qui est responsable pour moi. Qu'est-ce que tu penses de ça? Parce qu'on l'entend souvent, ça. Oui, particulièrement, je suis complètement d'accord avec ça. C'est-à-dire qu'en fait, on a un système de management, alors je vais te dire en France, vous comprendrez que de temps en temps, il y aura peut-être quelques pics à l'attention des entreprises françaises, parce que je crois qu'on a 1 à 2 décennies de retard, notamment sur les pays scandinaves, dans leur vision du management. Mais en même temps, j'adore mon pays pour tout un tas de raisons. Mais pour revenir au sujet, effectivement, on a un type de management, si on se base sur l'histoire, on va pas faire un cours d'histoire sur le management, c'est pas l'objectif, mais quand même, moi j'aime bien dire aussi... Tu peux repréciser. Voilà, j'aime bien dire à mes étudiants et aux managers en entreprise qu'il y a quand même eu des gens qui ont beaucoup réfléchi sur le management, qui ont mis en place des choses, l'organisation scientifique du travail, le taylorisme, le fordisme, Fayol, le POC, le fameux POC de Fayol, prévoir, organiser, contrôler, commander et coordonner. Tout ça sont de belles théories qui ont malgré tout structuré notre mode de management dans les entreprises françaises. Et qui ont marché. Et qui ont marché, effectivement, à une certaine période, et notamment la période, on va dire, alors à la fois entre 2 guerres, mais aussi même post-guerre, pendant les 30 Glorieuses. Donc ça a fonctionné. Mais ça a fonctionné. On parlait à l'époque de chef d'équipe, de contremaître, donc qui était là effectivement pour contrôler l'exécution du travail. Et de fait, on a, je crois, instauré dans l'esprit des salariés français quelque chose qui pourrait ressembler à de l'infantilisation. Pour revenir à ce que tu disais, Eric, c'est-à-dire cette capacité à dire ils ont décidé quoi là-haut. Ah ouais. Donc, eux ils décident et nous on exécute. Voilà. Exactement. Et je me déresponsabilise. Exactement. Et en fait, c'est pas que je me déresponsabilise, c'est que je n'ai pas été responsabilisé. Oui, alors... au final... Alors, il y a un vrai débat sur la responsabilisation, tu as raison, Paul, parce qu'aujourd'hui, c'est très, très à la mode de dire que les dirigeants doivent absolument responsabiliser leurs collaborateurs. Mais en même temps, moi, je crois qu'une responsabilisation, ça passe par l'acceptation de la responsabilité. Ça veut dire qu'il faut aussi, en tant que dirigeant, qu'on apprenne à se dire, à avoir en tête que si quelqu'un ne veut pas d'une responsabilité, c'est son choix. Oui, tout à fait. C'est son choix. Et d'ailleurs, alors je plus sois dans ce sens. C'est vrai que parce que déjà, il faut tout pour faire un monde, et il n'y a pas un modèle qui marche. Il y a autant de modèles que d'entreprises, et dans la même entreprise, je veux dire qu'il n'y a pas aussi une méthodologie. On a reçu des dirigeants là-dessus sur le trop de choses, trop de méthodes, trop d'apprentissage, de théorie. Trop de pratique. Trop de pratique aussi, tout à fait. Oui, parce que pour le coup, il y avait de la mise en pratique derrière, et après, les gens sont perdus. Mais tu parlais d'authenticité en préambule, et la clé, elle est là. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il y a un leader qui prend les risques. Il emmène avec lui ses parties prenantes, internes et externes, avec une volonté. Mais après, derrière, ce qui se construit, ça va être individualisé, même si c'est un peu à la mode aussi de dire ça, mais les leviers de motivation sont pas les mêmes chez tout le monde, et il faut absolument accepter qu'il y en a qui veulent pas évoluer en termes de compétences, évoluer en termes de responsabilité, et il en faut, et c'est ok. Tout le monde ne peut pas être avoir sa place, à la course à quoi que ce soit. Mais parce que longtemps aussi, on a amené à croire que pour gagner plus, en fait, à un moment, c'est forcément prendre ces responsabilités-là de manager. Oui. Et ça, c'est un vrai biais dans les modèles économiques des entreprises. Mais surtout dans celui que tu as connu. On peut dire le secteur d'activité ou pas? Oui, je l'ai cité. Tu l'as cité, le secteur d'activité bancaire. Tu étais dans le secteur bancaire. T'écoutes rien. Ouais, j'écoute, mais je retiens pas tout. Mais c'est vrai que le secteur bancaire est très
Enfin, il y a énormément de strats de manager. Enfin, moi, j'étais en assurance, toi aussi, c'est N+1, N+2, N+3. Enfin, tu sais même plus combien il y a de N. D'ailleurs, quand tu es en bas, tu sais pas combien pour aller taper tout en haut. Hein. Et tu sais pas qui a la responsabilité de quoi aussi. Oui, alors à l'image quand même de beaucoup de secteurs en France, qui sont aussi structurés de beaucoup d'entreprises, grands groupes qui sont structurés de cette manière-là. Pour revenir à ce que tu disais, Eric, le point qui me semble d'ailleurs le plus important, c'est le fait de considérer le management comme une réelle compétence. Oui. Compétence, c'est-à-dire ne pas faire en sorte que le meilleur vendeur, parce qu'il est meilleur vendeur, devienne par meilleur la expert, simple évolution de strate, devienne manager. Et c'est ce qui se fait en fait. Parce que c'est le mettre souvent en difficulté. Ouais. Et d'ailleurs, c'est lui enlever sa compétence clé et son talent. Exactement. Et puis c'est le mettre aussi en porte-à-faux vis-à-vis d'une construction avec les équipes qu'il avait fait auparavant aussi. Hein. Souvent, c'est très compliqué. La relation avec du coup ceux qui étaient ces N qui deviennent ces N-1 et le N+1 qui devient un N+2. J'interviens beaucoup sur ces sujets-là, de manager ses anciens collègues. Ouais, c'est un thème de formation. Ça, c'est un gros sujet. Alors, tu sais qu'il y a des grosses boîtes à l'époque. Mon père bossait chez Canon. À chaque fois qu'il prenait une responsabilité, hop, il changeait de secteur. Systématiquement. Oui. On déménageait tous les 6 mois. Ouais, c'est ça, secteur géographique. Ouais. Ah oui, pour pas avoir à manager ses collègues. Moi, je sais pas ce que tu avais fait toi dans ta boîte, Eric. Moi, chez moi, il y en a qui ont pris des responsabilités, qui deviennent managers de collègues de travail. Et ça se passe plutôt bien. Oui, ça peut très très bien se passer, à condition, on le citait, la condition première, c'est l'authenticité. Oui, et l'ego. On y revient effectivement avec un travail sur l'ego. Exactement. D'introspection pour le coup. Et puis les conditions d'accès à ce poste-là. Si tu as mis quelqu'un qui a des compétences, même si elles ne sont pas encore complètement développées sur du management, que l'équipe du coup sait qu'avec cette personne, elle va être en sécurité, parce que je pense que c'est important la notion de sécurité psychologique. Voilà, c'est ok en fait. C'est pas ok quand en fait c'est quelqu'un qui est projeté et qui était. On sait pas pourquoi. Ouais, on sait pas pourquoi. Oui, d'ailleurs, on parlait d'une étude là tout à l'heure du MIT Boston et Consulting qui met en avant alors plusieurs choses. On parlait tout à l'heure notamment de cette fameuse statistique qui considère que un salarié qui quitte son entreprise la quitte par rapport au management. Un salarié sur deux, je disais. Voilà, un salarié sur deux dit toxique, un management dit toxique. En tout cas. Alors c'est quoi toxique ? Du coup, tu peux préciser. Des relations qui ne sont pas saines, qui ne permettent pas justement l'épanouissement du collaborateur au travail et qui amènent parfois soit au burn-out, épuisement professionnel, soit au bore-out, c'est-à-dire je m'ennuie au boulot, ou encore au brown-out, qui est la perte de sens totale, c'est-à-dire que je viens mais finalement je ne sais pas pourquoi. Donc c'est bien le sujet. Et puis la deuxième chose à laquelle je pensais qui vient de m'échapper, mais ça va pas tarder à revenir. On peut faire semblant de broder pendant quelques minutes si tu veux. Sur cette fameuse étude du MIT Boston Consulting Group, on parlait de quoi juste avant, Eric ? On parlait de la responsabilité en fait des collaborateurs et leur engagement en fait. Oui. Oui. Alors, on parlait de sécurité psychologique. Oui. Voilà. Et figurez-vous que la fameuse notion donc, de sécurité psychologique, selon cette étude, est la première source de motivation des collaborateurs qui ont été testés dans cette étude-là. Et il y en a beaucoup, ils sont nombreux dans le monde. Donc, vous voyez, sécurité psychologique, ça me paraît absolument essentiel. Alors, ça veut dire quoi, sécurité psychologique ? Peut-être faut-il définir ça. Définissons-le. Enfin, fais-le, à la limite. Boss, Regarde, en plus, il vient gratos, on va en profiter. Oui, c'est clair. C'est ça. Alors, ça c'est off, gratos, mais bon, on en parlera tout à l'heure. Coupe. Le sujet de la sécurité psychologique, c'est un large sujet qui touche à la motivation, mais qu'est-ce que c'est finalement ? Ça veut dire, je viens au boulot, certes, j'ai pas la boule au ventre, j'ai le droit à l'erreur. On me laisse le droit à l'erreur, on me laisse le droit de me tromper, et ça, c'est extrêmement sécurisant. Je sais que j'appartiens à un groupe, donc j'ai un sentiment d'appartenance, vous voyez, une entreprise, une équipe, j'ai des relations saines et équilibrées avec les autres, même si elles restent professionnelles, parce que finalement, on n'est pas là non plus pour s'aimer. Je crois qu'on parlait aussi de définition d'un cadre. Un cadre professionnel, ça ne veut pas dire qu'on est là pour s'aimer. On n'est pas obligé. S'il y a des affinités, tant mieux. Il y a quand même beaucoup de couples qui se font au travail. C'est pas faux, j'en suis l'exemple même. Mais oui, ça veut dire qu'à un moment donné, je définis ce cadre-là et que dans le cadre de relations professionnelles, je dois me soucier d'une chose.
Et franchement, quand on me demande la définition du management, alors j'y ai beaucoup réfléchi, mais finalement la réponse que je fais systématiquement aujourd'hui, c'est de dire manager, c'est rendre important les autres. C'est très bien ça. C'est quoi? C'est pas facile comme exercice, hein, la question qu'est-ce que le management? En effet. C'est quoi manager? Oh, tu nous la refais? Alors, mais je le dis, c'est ma phrase et je l'assume, mais manager, c'est rendre important les autres. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire, rendre important les autres? Ça veut dire effectivement leur donner le sentiment qu'ils existent. Hein, faire de la reconnaissance au travail, ça veut dire s'intéresser à ce qu'ils font, s'intéresser à comment ils le font, s'intéresser aussi aux résultats qu'ils obtiennent, parce que on n'est pas dans un monde de béni-oui, on est dans un monde d'entreprise avec des résultats, une rentabilité obtenue, une performance. Et est-ce qu'on doit s'intéresser à qui ils sont? Et j'ai arrivé au 4e levier de la reconnaissance pour moi, qui est la reconnaissance existentielle, c'est-à-dire qui ils sont. Et ça, il faut quand même qu'on se dise que c'est resté relativement tabou dans les entreprises françaises, en tout cas celles que je continue de rencontrer aujourd'hui dans mon métier. Non, le dernier, notamment la reconnaissance existentielle. Ouais. Voilà, c'est tabou. Qui es-tu en tant que personne? C'est tabou. Quels sont mes hobbies? Quelles sont mes passions? Je ne vais surtout pas en parler dans le monde de l'entreprise. Pourquoi? Parce qu'en France, n'existe pas, à mon avis, ce bon niveau de sécurité psychologique, où je sais que je peux, à tout moment, parler de ça. Parler de mes hobbies. Dire aux autres que j'aime le chocolat. Dire aux autres que ma passion, c'est d'aller sauter en parapente tous les week-ends. Dire aux autres que j'ai rencontré ma compagne, mon compagnon, dans telles conditions, en faisant un voyage, etc. Et décrire ce voyage. Mais c'est quoi, c'est de la pudeur? C'est parler de soi. C'est parler de soi d'une manière générale. Je crois que le frein principal en France, c'est ça, parler de soi. Alors il faut, si on remonte un petit peu, encore une fois, au niveau historique, on va quand même assez vite faire le lien avec notre culture. Judéo-chrétienne. Exactement, culture judéo-chrétienne qui ne prête pas du tout à ça. Faut pas parler d'argent. Et qui est dans le jugement. Qui est dans le jugement. Et puis, qui peut être dans le jugement. Tu parles pas de pognon, tu parles pas de tout ça. Exactement. Alors, tout ça, c'est des constats que tu as eu. Je peux pas croire que tu aies eu ce seul constat dans une entreprise. Tu as forcément eu d'autres sources d'inspiration. Oui, j'ai eu bien sûr d'autres sources d'inspiration. Alors je lis beaucoup. D'accord. Je lis beaucoup, pas seulement d'ailleurs des ouvrages sur le sujet du management, mais aussi des ouvrages philosophiques, parce que je crois beaucoup à ce lien qui existe entre la philosophie et le management. Et d'ailleurs, j'ai lu un bouquin d'Isabelle Barthes il n'y a pas très longtemps qui s'appelle Le manager et le philosophe, et qui démontre ce lien. En tout cas, j'aime bien faire ce lien-là. J'ajouterais même les concepts sociologiques aussi. Oui, concepts sociologiques. Alors on pourrait partir jusqu'aux accords Toltec, etc. C'est-à-dire des fondamentaux qui font que, à un moment donné, la relation humaine est une rencontre, et que cette rencontre, elle peut être belle, y compris dans l'entreprise, c'est-à-dire y compris dans un cadre qui est particulièrement formaté et systémique. En fait, l'entreprise, c'est un cadre comme un autre. Pourquoi on serait moins nous-mêmes dans le cadre d'entreprise plutôt que dans le cadre associatif ou dans le cadre... Parce que je crois que le contrat de travail en France a induit ce biais-là. C'est vrai ? Oui. Qu'est-ce qu'il faudrait changer du coup, selon toi ? Déjà, c'est pas une obligation. Un contrat de travail. Oui. Non, c'est pas une obligation légale. Alors, c'est pas une obligation légale. De l'écrire, tu veux dire ? Oui, de l'écrire. Oui, de le formaliser. Par écrit. Maintenant, il existe oralement, tacitement. Il existe tacitement. Il existe tacitement. Il inscrit un biais quand même, le biais de. C'est quoi ? C'est la hiérarchie ? C'est le côté restrictif des fonctions avec une contrepartie financière ? Je suis là, je te donne un job. Tu es là, tu fournis un travail et je te rémunère pour ce travail. Oui, il y a une sorte d'injonction quand même, clairement. Mais du coup, est-ce que c'était un peu lié quand même à la fonction d'entreprise qui est sur une raison d'avoir ? Là, tu es en train de parler de raison d'être, ce qui est le concept de l'entreprise à mission, enfin pas le concept, la réalité de l'entreprise à mission en termes de statut, de fonction dans les statuts. Est-ce qu'on pourrait imaginer du coup peut-être un contrat de travail à mission ? Tu vois le parallèle ? Oui, alors très franchement, là, pour le coup, sur le plan juridique, je vais être relativement limité, clairement, sur ce sujet-là. Philosophiquement, oui. Oui, je te parle philosophiquement. Oui, philosophiquement, oui, je crois qu'on peut imaginer ça. On n'a pas trop de liberté, en fait, pour expérimenter non plus. C'est ça. C'est-à-dire que dans les faits, moi, vous savez, alors je disais management, philosophie, des sujets qui sont liés, qui m'intéressent particulièrement, etc. Mais je crois surtout, et là, pour le coup, j'ai une sorte
comment je pourrais appeler ça, d'empirisme. Vous voyez, moi je crois beaucoup au faire, c'est-à-dire d'essayer de faire, vois dans l'action, c'est concret. Vous voyez, en entreprise, c'est du concret, quoi. Voilà, bon, c'est super d'avoir un niveau effectivement de réflexion philosophique sur les enjeux managériaux, l'innovation managériale, etc. Mais à un moment donné, c'est comment je fais et comment je fais faire. C'est de la relation humaine, oui. Concrètement. Moi je partage cette réflexion-là où des fois, je vois des concepts écrits d'ailleurs par des grands cabinets de conseil et tout. Et moi, je me dis, mais ça me paraît pas aussi compliqué que ça. En fait, c'est quand même plus simple. Alors, il y a des concepts théoriques, on peut les acquérir et on en a acquis pas mal avec Paul. Ok, mais après, c'est aussi une réalité de qui tu as en face de toi. Chaque personne est unique, chaque contexte est unique. Moi, je suis assez surpris aujourd'hui de... Oui, on a amené de la complexité. Les grands cabinets ont amené de la complexité. Aujourd'hui, on parle de formation, vous voyez, de manager, en les appelant un coup le module manager coach, manager facilitateur, le servant leader, le manager frugal. Vous voyez, tout ça mis bout à bout, ça donne quoi ? Ça donne le manager, tout simplement, avec les fondamentaux du management, qui est de rendre important les autres. Qui est aussi d'être garant de la performance, parce que je crois qu'il faut arrêter de se cacher derrière... Une entreprise, c'est une entité économique, il faut que ça produise, et il faut que la production soit rentable, sinon il n'y a pas de... Moi, je fais du social, je suis dans une entreprise d'insertion, je répète sans arrêt, je ne vis pas au crochet de l'État, donc c'est d'abord une société économique, et après, grâce à l'économie, on peut faire des choses. Du social, de l'innovation, de la R&D, de ce que tu veux. Mais c'est d'abord une entreprise à un caractère économique. Sinon, ça, c'est plus une entreprise. C'est une association, c'est je sais pas quoi, mais c'est plus une entreprise, en fait. Oui, en tout cas, c'est pas une entreprise qui réinvestit pour son développement. Parce que je crois que cette notion, vous voyez, elle vient là aussi, de 2 secondes de théorie. Ça vient d'une interprétation d'une phrase de Milton Friedman qui dit... La vocation d'une entreprise, c'est de réaliser des profits. Mais en fait, quand on lit un peu Milton Friedman, on comprend qu'il dit pas que ça. Il dit aussi, c'est de réaliser des profits pour réinvestir, pour embaucher, pour améliorer la qualité de vie, de machin. Exactement. Tout ce qu'on peut rajouter, mais ce n'est pas que ça. Non. D'ailleurs, tu fais du profit parce que après, tu réinjectes, en fait. Non, mais après, il faut... Où tu as injecté un moment et... Non, mais il y en a qui tirent dedans aussi. Après, il faut... moi, je respecte ça. J'ai toujours dit ça. Je juge aucun entrepreneur, moi. Le mec qui veut faire cracher sur sa boîte et prendre du pognon à gogo, bon, libre à lui, tu vois. Il n'y a pas de jugement, tant mieux. Mais par contre, moi, perso, et toi aussi, Eric, il nous manque le pourquoi. Et à nous. Mais je pense que les employés, la vision qu'on a, c'est qu'il leur manque aussi le pourquoi. Le sens que tu parlais. Le pour plus loin, quoi. Oui. Et non pas forcément le pourquoi rassemblé. Les deux. Le pour plus loin, quoi. C'est-à-dire, effectivement, quel objectif je poursuis et en quoi, moi, je parlais tout à l'heure de rendre les gens importants dans ma définition du management, mais en quoi, moi, simple, entre guillemets, dans ma bouche, fils d'ouvrier, ça n'est pas péjoratif. C'est-à-dire, moi, colonne ouvrière, en quoi je suis très important, effectivement, pour la survie et le développement de cette entreprise. Vous voyez, parce qu'on pourrait considérer que tout le monde est extrêmement important. Et on l'a vu d'ailleurs pendant le Covid. Les premiers de cordée sont des gens qui sont importants pour l'économie. Il y a des gens importants pour l'économie qui sont dans des entreprises et qui ne sont pas forcément les dirigeants. Non, bien sûr. Ah bah non, c'est un gros. Alors Samir, il a mis la petite enveloppe vachement tôt là. Ouais, mais il a raison, il fait ce qu'il veut en fait. J'espère qu'il s'ennuie pas trop, Samir. Bah ça y est, là, il a produit sa question, normalement il se barre là. Donc à la limite, tu la lis quand tu veux, si tu veux la lire maintenant, tu la lis maintenant. Non mais vas-y, de toute façon, tout le monde fait comme il veut, donc on s'en fout. On y va, messieurs. Alors je vais mettre mes lunettes, parce qu'à 50 ans... Il y a un peu de bruit, je suis désolé, c'est un chantier quand même. Alors, je lis la totalité, c'est ça, Samir. Tu fais comme tu veux. Cher Laurent, selon le principe de Peter, le salarié d'une entreprise continue d'être promu jusqu'à son seuil d'incompétence, où il ne peut plus évoluer hiérarchiquement. Comment une entreprise peut éviter de stagner et de faire stagner ? Alors ça, c'est une excellente question. D'ailleurs, une excellente question que je travaille au quotidien, à la fois soit dans l'enseignement ou dans mes formations que j'ai la chance de mener en entreprise.
qui est la notion effectivement de seuil d'incompétence. Alors pour savoir ce que veut dire seuil d'incompétence, il faut peut-être savoir définir ce qui est réellement la compétence, ce qui n'est pas toujours très clair. Ouais. Ce qui n'est pas toujours très clair pour tout le monde. Donc la compétence, on va dire que c'est effectivement certes le savoir, le savoir-faire et le savoir-être. Par définition, vous voyez, autant la partie savoir et savoir-faire peut amener à un moment donné à un espèce de seuil, celui qu'évoque Peter, sur le fameux seuil où je suis arrivé au max de ma compétence. En capacité. Et encore que, franchement, parce que sur maintenant, le savoir... avec l'IA, c'est bon. Oui, d'une part, avec ChatGPT ou d'autres IA, on peut aller plus loin, mais la personne, l'individu, peut aller plus loin tout seul aussi. En lisant, peut-être pas envie aussi. Voilà, s'il n'a pas envie. Alors c'est pour ça que je voulais venir au troisième point, qui lui est peut-être un peu plus sensible sur le sujet de la compétence et de l'incompétence, qui est le savoir-être. C'est-à-dire que finalement, pour grandir en compétence, faut-il encore, comme tu le dis Paul, le vouloir, d'une part, et puis deux, avoir un certain nombre de talents doux, qu'on appelle soft skills aujourd'hui, là, mais qui sont la créativité, l'ingéniosité, la curiosité. La curiosité pour améliorer sa compétence, c'est fondamental. Donc je ne suis pas convaincu, moi, aujourd'hui, qu'il existe un véritable seuil d'incompétence. Ouais, puis ça me fait penser à quand, dans une entreprise, quand tu es inapte au poste, j'ai découvert ça il n'y a pas longtemps, quand tu es inapte au poste, tu es inapte à un poste dans une entreprise. Ça veut dire que tu peux faire le même métier dans une autre entreprise. Alors je trouve ça aberrant sur des fonctions physiques. Enfin, à un moment donné, tu as le dos niqué. Tu peux pas porter plus de 10 kilos. Dans la boîte d'à côté, tu es censé ne pas porter plus de 10 kilos. Mais au-delà de l'aspect physique, tu as l'aspect aussi mental. Et effectivement, le cadre que peut apporter une entreprise, donc pas un entrepreneur, mais une entreprise, avec toutes ses fonctions, il peut être tellement différent que la personne n'a pas le même plafond de verre, voire elle n'en a pas du tout. Ça va dépendre du sens, ça va dépendre de la mission de l'entreprise, on en parle souvent dans ce podcast de la mission de l'entreprise, mais ça peut être aussi l'environnement de travail. Tu parlais de qualité de vie, de bonheur. Peut-être que la personne, si elle est avec des cons, elle n'a peut-être pas envie non plus de susciter sa créativité, et peut-être que si on lui laisse l'opportunité de le faire, tiens, finalement, j'ai jamais essayé, mais ça me plaît. Parce qu'il y a ça aussi. Mais moi, il y a un truc qui me dérange, c'est que du coup, dans cette définition de la compétence, c'est que c'est toujours plus. Non, moi, mais pas la tienne. Non, mais j'entends pas plus. Moi, j'entends différent. Non, mais moi, je me dis, à un moment, en fait, une compétence, ça doit pas se mesurer en une échelle en valeur. Tu vois. Non, mais dans le temps, peut-être, Eric, que ça peut se mesurer si tu considères à un moment donné que le progrès est extrêmement lié à la nature humaine, à la condition humaine. Enfin, moi, c'est un peu la base j'allais dire presque de toute ma vie. C'est-à-dire que chaque jour, finalement, et c'est ce qu'on appelle en entreprise l'excellence opérationnelle, et je suis assez d'accord avec ça, chaque jour, tu peux potentiellement faire mieux que la veille. Oui, mais est-ce que du coup mieux rend heureux ou mieux, qu'est-ce que le mieux est? Attention, moi j'entends pas mieux dans du plus, encore une mais fois. Souvent c'est ça dans les entreprises. Je sais pas ce que tu en penses. Pas forcément en effet, mieux dans le sens de la performance. Et c'est là que ça devient intéressant de distinguer, et je fais souvent cette distinction entre la performance et les résultats. Et puis tu as l'expérience qui joue en fait. Oui, alors l'expérience vient effectivement dans la compétence, savoir-faire, savoir-être, plus bien entendu l'expérience qui va jouer, tu as parfaitement raison. Mais déjà, interrogeons-nous sur ce que veut dire véritablement performance. Qu'est-ce que la performance? Parce que les gens en France considèrent que la performance c'est égal à des résultats. Mais non, c'est pas ça. Quand on regarde sur le sport, par exemple, moi je fais souvent cette analogie, vous voyez, par exemple avec Usain Bolt. Usain Bolt vous explique que dans les différentes interviews qu'il a données après ses 3 records du monde, explique que son résultat, c'est d'être 3 fois champion du monde. Mais lorsqu'il est 3 fois champion du monde, il fait 3 performances différentes. Oui. 9,58, il est recordman du 100 mètres, première performance. Quelques années plus tard, il fait 9,72. Et 9 secondes, 72, et au 100 mètres. Et la 3e fois, donc 4 ans après, il fait, je crois, 9,76 ou 9,78. Alors qu'il est champion du monde pareil. Exactement. Il est 3 fois champion du monde. Le résultat est le même, le niveau de performance
N'a rien à voir. Et son manager, son entraîneur, lorsqu'il est interviewé, dit la meilleure performance du Shane, c'est la dernière, quand il fait 9,76 ou 9,78. Pourquoi ? Parce qu'il a 10 ans de plus. Et que le mec, il a tout donné. Ça veut dire qu'il n'a pas arrêté son effort. Voilà. Ou il ne stoppe pas son effort. Tu l'as vu cette course ? Exactement. En fait, c'est une petite aparté, mais j'aime bien le sport aussi. Et c'est vrai que sur toutes ces courses, même quand il fait 9,58, il casse pas à la fin. Il déroule ses 3 dernières foulées parce qu'il sait qu'il a gagné. Et la dernière, c'est la seule où il court jusqu'au bout. Il est à bloc. Mais 10 ans, c'est énorme, 10 ans. Énorme. Il est à bloc. Et vous voyez, dans cette notion de performance, que je trouve très intéressant aussi, c'est la notion de point fort. C'est-à-dire, il vous explique aussi, Usain, dans ses interviews, il explique que, ok, il a la plus mauvaise sortie des startings de tous les athlètes de 100 mètres. Il se lève très tard. Tous les athlètes de 100 mètres. Parce que c'est un coureur de 200, en fait. Oui, potentiellement, peut-être pour ça aussi, à la base. Mais déjà, il explique ça, il dit, je ne vais pas travailler pendant 15 ans ma sortie de starting block. Non. En revanche, je sais que mon point fort, il est entre 45 et 60 mètres, c'est-à-dire le moment où il se relève, il se repasse en position quasi debout, verticale, droite. Pourquoi ? Parce que il a le plus haut levé de genoux et de jambes de l'ensemble des coureurs de 100 mètres. Et là, il dit, là, c'est mon point fort. Et je l'ai identifié comme étant mon point fort et je vais travailler ça à l'entraînement. Je vais travailler mon 45-60. Ce qui lui a permis effectivement d'être 3 fois champion du monde. Et je trouve ça très intéressant quand on fait la bascule après en entreprise de se dire que on passe un temps fou. Vous voyez, on parlait de droit à l'erreur tout à l'heure. On passe un temps fou dans les entreprises françaises à pointer les points faibles, les carences des gens, les axes d'amélioration. Voilà, et c'est ça. C'est l'amélioration de ces points faibles. Exactement. Oui, parce que maintenant on dit axe d'amélioration, surtout pour pas dire qu'en fait c'est négatif. Oui, mais en fait, t'es mauvais à un truc. Arrête. Enfin, moi, c'est ce que je dis à mes gars. Je dis, c'est quoi ? On a tous un talent. Ouais. Mon métier, c'est d'être révélateur de talent. Et j'abonde dans ce que tu dis, c'est qu'on a tous un talent. Caché, pas découvert. Et on peut ne pas être du coup à la bonne place. Et on est souvent pas à la bonne place. Et même déjà le problème c'est qu'il y a des places. Et au-delà de ça, c'est que tu te dis, c'est quoi ta compétence, ton talent ? Donc c'est de la compétence dans laquelle tu excelles. Moi les gars que j'ai, je leur dis, mais le but c'est que tu fasses au maximum ta compétence où tu excelles. Déjà parce que tu vas y éprouver énormément de plaisir, parce que tu vas être performant. Donc si tu es performant, c'est gagnant-gagnant pour tout le monde. Oui, et puis à la fin, au bout du bout, finalement, tu constates quoi ? Tu constates que ton point faible est tiré vers le haut. Oui, parce que tu travailles tes points forts c'est vrai. De manière presque naturelle. Donc c'est quand même assez fabuleux de se dire, voilà, au moins il y a une différence entre performance et résultat. Abolissons les cases. Ouais. On met des gens dans les cases encore. Quand on recrute... souvent il y a cette projection, je recherche j'ai besoin de quoi, voilà, c'est ça. Je recherche un comptable. Alors non, tu recherches peut-être une personne qui est dans une équipe et peut-être que tu as besoin d'une personne qui soit un peu meneur de cette équipe-là et par ailleurs peut avoir une compétence de comptabilité. Ou peut l'acquérir. La compta, c'est peut-être un mauvais exemple. C'est peut-être pas le meilleur exemple. Non, mais par contre, la compétence... Ouais, non, mais t'as raison. Bah regarde, mon comptable, il est pas comptable à la base. Non, mais c'est clair. Mais bon, c'est pas moi qui l'ai recruté, peu importe. Mais c'est vrai que la clé, c'est qu'est-ce que peut m'apporter la personne nouvelle. Tu vois ? Moi, j'ai toujours raisonné, quand je constituais des équipes, de regarder, de faire la photo à l'instant T de l'équipe concernée et me dire quelles compétences humaines, pas que du coup techniques, ou quelles compétences humaines il manque pour que le groupe soit encore meilleur. Ouais, alors moi, ça me dérange un peu plus. Pourquoi ? Parce que tu vas rechercher une compétence humaine. Moi, je trouve que quand on cherche, on ne trouve pas. Non. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Oui, alors je me suis peut-être mal exprimé. En gros, j'ai A, B, C, il me manque D, je vais recruter D. Que ce soit pour des compétences. Non. Savoir-être. Je vois ce que tu veux dire. Non, moi, c'est de dire à un moment, en fait, je ne vais pas chercher un expert en plomberie, même si c'est l'équipe de plomberie. Mais je vais regarder le groupe et quand je vais voir les candidats, je vais me dire celui-là, il peut apporter quelque chose au groupe. Oui, d'accord. Alors, dans ce sens-là, j'abonde. Oui, moi aussi. Mais exprime-toi un peu mieux. C'est la chaleur. Non, mais c'est tout à fait. Enfin, c'est exactement ça. Ouais. C'est qu'est-ce que la personne en tant qu'humain va t'apporter. Oui, et enfin, à toi, au groupe. Ça m'a fait penser à une équipe de commerciaux que j'avais il y a maintenant une dizaine d'années. Où, alors, généralement, les commerciaux, j'avais 8 commerciaux qui étaient responsables de plusieurs départements dans le domaine bancaire.
et qui sillonnait donc un groupe bancaire. Sur les 8, il devait y avoir 6 compétiteurs acharnés, vous voyez, parce que le profil commercial fait qu'à un moment donné, tu vas embaucher des gens qui ont plutôt ces préférences comportementales, plutôt orientées défis, challenge, résultats, etc., compétition, quoi, ok. Bon, et enfin, au départ, j'en avais même 7 comme ça, et puis j'en avais un qui était très analytique, très technicien en fait, un bon technicien. Donc celui-là, il connaissait son produit. En fait, tous les autres comptaient sur lui pour notamment faire les tableaux Excel, vous voyez, faire les macros, les trucs comme ça sur Excel. Donc voilà, c'était le champion du monde de ça. Il avait bien d'autres talents et heureusement l'ensemble de l'équipe les a découverts justement après. Mais tout ça pour vous dire que j'en ai embauché un de l'extérieur, donc qui lui venait de la banque en tant que tel, était directeur d'agence, et j'ai embauché ce gars-là parce que justement, je savais qu'à un moment donné, il allait pouvoir amener, ce côté, alors on va dire de manière un peu facile, on va dire ce côté humain. Un trondeur. Il avait cette vraie capacité finalement à faire le lien entre eux. Vous voyez, alors qu'eux étaient en pleine compète, lui faisait le lien. C'était mon médiateur en fait global. En gardant la compète de l'équipe. En lui-même d'ailleurs étant pas non plus un non-compétiteur, mais simplement il mettait en avant une partie de sa personnalité qui était autre et qui était notamment, quand on faisait des réunions régionales, par exemple quand j'organisais les réunions avec mes commerciaux, c'est lui qui amenait le bon apéro qui va bien, du terroir, c'est lui qui organisait toutes nos activités ludiques, parce qu'il adorait faire ça, et il était reconnu pour ça. Et au sein de l'équipe, il était reconnu pour ça. Tu faisais on a fait une analogie au sport. Je sais que c'est quelque chose que tu apprécies. On va essayer d'enquiller un petit peu dans ce sujet, parce que Eric et moi-même, on est aussi sportifs dans l'âme, ou à la base. Voire athlète de haut niveau précédemment. Eric était athlète de haut niveau. Faut respecter ça. C'est... Toi aussi. Mais on dit la spécialité ou pas? Vas-y. J'en ai fait plusieurs. Alors, vas-y. C'était pas de la boxe taille? Non, j'avais fait du kickboxing, mais pas du tout en compétition. Non, alors au niveau, en volume, pas en résultat. Moi, c'était rien à voir. Je faisais du triathlon. C'était le lever de bras. Non, j'ai fait du triathlon longue distance, donc j'avais des volumes très, très conséquents, du 12-16 heures par semaine, mais pas en résultat. Enfin, je tapais pas des podiums si tu veux. Quoi qu'il en soit, c'est épatant. Mais en tout cas, t'as cette analogie. Alors, au-delà, enfin, le sujet n'est pas sur le mental. On va pas traiter du mental, mais on est sur le management. Pour avoir fait 10 ans de rugby, c'est une passion qu'on a en commun aussi. Toi, en voile, qui est un sport individuel, mais dans un collectif, je trouve ça intéressant de parler aussi de l'impact du management, parce qu'au final, on dit pas que c'est du management, mais ça reste du management. Dans une équipe, que ce soit une équipe de voile comme tu faisais, ou une équipe de rugby, ou n'importe quoi, chaque personne a ses talents. Au-delà de ses compétences, je parle bien de talent, t'as vraiment, je sais pas moi, en rugby je connais, le gros de devant, son talent c'est de plaquer, d'être impactant machin, mais il peut être aussi très impactant dans la motivation des groupes. Je vais prendre l'exemple de Adil Rami. Vous voyez qui c'est, Adil Rami? Oui, qui n'a pas joué un seul match, mais qui était là pour la motivation du groupe. Tu peux nous en parler? Alors, je connais juste ce que je viens de dire sur lui, je le connais pas. Non, mais de l'effet justement. En fait, pour replacer l'anecdote, le gars était pas assez bon, trop vieux, je sais pas, moi j'y connais rien en foot, mais en tout cas, il était pas assez performant par rapport à ses collègues pour être titulaire à chaque fois. Et effectivement, il a pas joué un seul match, je sais même pas s'il est rentré sur le terrain, mais en tout cas, il est pas rentré. En tout cas, il était champion du monde, et donc c'était très rigolo parce que tout le monde l'interviewait en disant mais les gars, moi j'ai pas joué. Et en fait, je sais plus qui c'est qui en a parlé, mais il a dit mais sans Adil Rami, c'est un joueur, c'est Griezmann je crois. Sans Adil Rami, on n'aurait jamais gagné la Coupe du Monde, parce que gagner la Coupe du Monde, c'est pas juste enchaîner les matchs. C'est aussi tout le collectif qu'il y a derrière. Le gars, il apporte une légèreté, il disait des conneries sans arrêt, il était très soutien de ses coéquipiers. Ça, c'est hyper important, que ce soit dans le sport ou dans l'entreprise. Et je trouve que l'analogie au sport, elle est extraordinaire. Mais tu as aussi l'aspect négatif, l'aspect mauvais management. Alors je sais pas pourquoi on dit pas management dans le sport. On dit coach, on dit entraîneur. Entraîneur, mais ça reste du management. Ouais, on parle de manager sportif aussi. Ouais, mais là, le manager, il est à un autre niveau. Qui est plutôt sur la phase de recrutement. Exactement. Ouais, c'est vrai. Alors pourquoi
C'est vrai parce que je pense que le mot coach a une connotation dans le sport plus positive que le mot manager, mais enfin en même temps c'est la même chose. Je vous parlais tout à l'heure de formations qui se vendent aujourd'hui, notamment faites par des grands cabinets qui s'appellent Comment devenir manager coach. Ouais. Alors qu'à l'inverse, en entreprise, je trouve qu'aujourd'hui, quand tu dis que t'es coach, t'es coach, alors je suis désolé, mais quand tu dis que t'es coach, souvent ça peut desservir aussi. Oui, ça fait penser à effectivement des choses un peu plus ésotériques, probablement, qui parlent un peu moins au monde de l'entreprise, mais en même temps, le coach, c'est quoi ? Le coach, c'est quelqu'un qui va effectivement accompagner un de ses joueurs dans le sport. Oui. À grandir, à développer ses compétences, et puis sur le plan collectif, c'est celui qui va assurer effectivement le petit C de mon équation, parce que je vous ai toujours pas parlé de mon équation quand même de la performance. Attends, on la refait. Il faut quand même que je vous Laurent, parle. Est-ce que tu peux nous parler de ton équation ? Eh bien volontiers, Paul. Bien volontiers. Donc la performance, en fait, c'est quoi ? C'est pour moi une équation, un triptyque. Performance individuelle égale compétence fois motivation fois envie. C fois M fois E. Vous voyez, ça se retient assez. Et vu que la compétence fois la motivation, c'est l'autonomie. Alors, la compétence fois la motivation, les deux sont encore plus grandes s'il y a effectivement autonomie. Je reviens quand même au sujet autonomie et responsabilisation, à condition qu'il y ait la volonté du collaborateur d'être autonome ou plus autonome et d'avoir été responsabilisé. Je reviens toujours à ça parce que ça me semble important. Donc, compétence, motivation, envie, ça c'est la performance individuelle. Et la performance collective, vous reprenez les trois, compétence, motivation, envie, et vous rajoutez le C de coopération. Ouais. Ok, petit C de coopération. Et en fait, je donne souvent cet exemple en entreprise et dans l'enseignement du PSG. Posons-nous la question de qu'est-ce qui fait que le PSG ne gagne pas et probablement ne gagnera jamais. C'est un ensemble d'individualité. Et oui, parce que vous avez de la compétence sur la feuille de match, vous avez au moins 2 à 3 des meilleurs joueurs du monde. Ok, on les aime pas, mais c'est pas le sujet. Ils ont cette compétence-là. C'est la compétence, tout à fait. Motivation. Est-ce que les besoins primaires, secondaires, si on reprend la pyramide de Maslow, ne sont pas totalement satisfaits ? Je crois quand même que les mecs, ont la capacité à être mis en lumière, globalement satisfaits sur le plan de leur rémunération, etc. Donc ça, c'est comblé. Ont-ils de l'envie ou pas ? Ils sont quand même portés au pinacle par leur club, par des tas de gens. Ce sont des demi-dieux, des héros. Donc on va dire que l'envie, l'ont. Mais en même temps, sur le terrain, est-ce que l'attaquant est prêt à mouiller sa chemise pour le défenseur quand ça va un peu moins bien ou l'inverse ? Eh bien, pas forcément. Ça veut dire que ce niveau de coopération, et quelle que soit la qualité du coach, parce que c'est ça la grosse difficulté, quand vous voyez les coachs, managers, entraîneurs, vous les appelez comme vous voulez, mais qui sont passés par le PSG, on a quand même des grands noms. Mais alors là, Ancelotti, par exemple. Mais regarde, tu vois, attention. Il y a une petite différence, c'est qu'il y avait les meilleurs, encore une fois, c'était une individualité, mais est-ce qu'ils ont les mains libres pour agir ? Alors exactement, c'est là où je voulais en venir, c'est-à-dire que ces gars-là, Ancelotti, il n'a pas fait ce qu'il a fait avec le Real de Madrid, il ne pouvait pas le faire au PSG sur ses talents purs. Non, le talent de coach, à mon avis, c'est un des plus grands coachs avec probablement Pep Guardiola, on pourrait en citer 2-3 autres dans le domaine du foot. Mais clairement, il était empêché d'eux. C'est-à-dire que comment voulez-vous gérer des égos pour développer de la coopération si à un moment donné, on vous interdit, enfin le staff en haut, la présidence du club vous interdit de ne pas faire jouer tel joueur parce qu'il ne s'est pas pointé à l'entraînement. Mais oui. C'est pas possible. Mais c'est ce qu'on disait à midi. Enfin, le manager, il est là pour récompenser, mais aussi pour réprimander si... Le sujet, c'est pas un gros mot, réprimander, on a le droit de réprimander en fait. Au bout d'un moment, tu ne fais pas ce que tu dois faire, ce qu'on attend de toi, tu es réprimandé. Et sans ça, il n'y a plus de cadre. On parlait du cadre aussi à midi. Sans cadre, tu as dit une très belle phrase, sans cadre, on ne peut pas être en dehors du cadre. Oui, parce qu'on parle souvent de penser out of the box. Oui, ça aussi, c'est très à la mode. Penser out of the box. Mais comprenez bien que pour penser out of the box, il faut une box. C'est clair. Ouais. Mais non, mais tu as raison. Mais ce qui est intéressant avec ton intervention, c'est que ça nous laisse un panel assez large. Avec Eric, on a connu tout un tas de formateurs, mais plutôt universitaires, qui n'avaient rarement eu, parce qu'il y en a quand même qui l'ont eu, mais rarement eu ce parallèle avec l'entreprise ou ce parallèle avec le tissu économique classique. Toi, c'est l'inverse. Donc j'ai bien compris que tu viens du tissu
économique classique pour intervenir sur le management. Donc, si tu veux, j'ai l'impression qu'on est assis autour de cette table dans le même but, c'est de faire changer les mentalités. Oui, parce que tu vois, on en parlait effectivement, on peut le dire là un petit peu en amont de cet échange. On parlait du fait que oui, le management doit être une réelle compétence, que le management c'est de rendre les gens importants, de leur donner cette sensation-là d'être important. Et puis, je viens d'oublier l'idée que j'avais en tête là, mais qui était absolument passionnante, et en tout cas pertinente. Enfin, je l'espère. Mais oui, je pensais à plusieurs choses en même temps. Je pensais dans ce que tu disais, Paul, à ma légitimité aussi de le faire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je ne trouve de la légitimité qu'à parler de management parce que je l'ai pratiqué. Je reviens à cette idée de pratique, vous voyez, c'est-à-dire 25 ans effectivement de management ne me donne aucun droit, mais en tout cas me permet moi, avec moi-même, de me regarder en conscience et de me dire, tu sais à peu près de quoi tu parles. J'ai envie de te contredire. Parce que tu l'as fait. J'ai envie de te contredire. Mais vas-y. Fais-toi plaisir. J'ai envie de pas te contredire, d'apporter un avis différent. C'est que je peux pas être contre ce que tu dis, tu as raison, mais je trouve ça, malheureusement, dans notre société, trop limitant. C'est-à-dire que le management, c'est une compétence. Okay, c'est l'écoute de l'autre, d'aller chercher ses besoins, de trouver ses motivations. Ça, c'est une compétence innée. On peut l'apprendre, hein, mais tu as quand même des compétences innées. Moi, je suis très à l'aise avec le fait que des managers soient jeunes, même s'ils ont, entre guillemets, pas managé. Enfin, c'est pas la peine d'attendre 25 ans pour être un bon manager, tu vois ce que je veux dire ? Ou pour enseigner le management. Alors, à l'inverse, bien sûr, dans ton cas d'enseignant, il faut quand même avoir de la bouteille, ne serait-ce que pour contredire ce que tu as connu, hein. Enfin, c'est aussi comme ça qu'on apprend. Mais par contre, on parlait de talent tout à l'heure, je pense que, pas pour être prof, mais pour être enfin, tu peux être un bon manager si c'est aussi ta compétence et que tu as une capacité à emmener les autres, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? Moi, j'y crois beaucoup, ça, parce que, tu vois, moi, je prends l'exemple, j'ai été entraîneur de voile très jeune, hein, j'ai commencé à être entraîneur à l'âge de 17 ans. Tu n'avais pas appris à être entraîneur. Bah non. Mais par contre, tu savais ce que tu voulais et ce que tu voulais pas. Oui. Ça te fait écho ? Oui, moi je vous rejoins. Hein. J'ai été manager à 26 ans, vous voyez, d'une équipe à l'époque de 7 commerciaux dans une agence bancaire. Quasi sorti d'école du coup. Hein. Donc quasi sorti d'école, une petite expérience juste avant dans le domaine de la grande distribution, voilà, où je vendais entre autres du café et du chocolat. Et puis je me suis vite échappé de ce monde qui est la grande distribution, un monde très particulier. Donc je suis rentré là-dedans et puis j'ai managé des gens qui avaient le double de mon âge. Eh oui. Qui avaient peut-être même déjà managé qui eux-mêmes parfois effectivement avaient été d'anciens directeurs d'agence. Voilà, bon, bref. Et du coup, je suis en plus complètement d'accord avec ce que vous dites. C'est-à-dire que oui, il y a dans la personnalité de quelqu'un quelque chose qui va faire que s'il est tourné un peu plus vers les autres, il va avoir des facilités pour manager. Oui. S'il a une vraie capacité d'écoute, s'il a une vraie capacité d'empathie, l'empathie n'étant pas se mettre à la place des autres, ça c'est pas la vraie définition, c'est comprendre les émotions des autres et bien gérer les siennes. C'est ça pour moi la vraie définition de l'empathie. Bref, s'il a tout ça dans son bagage presque inné, naturel, je crois tout à fait qu'on peut réussir. Mais ce qui fait qu'à un moment donné, vous pouvez être d'autant plus légitime pour en parler, c'est que vous vous êtes trompé. Oui. Moi, des erreurs, j'en ai fait beaucoup tout au long de ma carrière, vous voyez, et j'ai appris de ça. Et aujourd'hui, quand je cite des anecdotes, quand je raconte des expériences, je raconte aux étudiants comme aux managers en entreprise des expériences où je me suis trompé. Ouais, ça c'est hyper important. Mais c'est comme ça qu'on apprend. Hein. Et c'est comme ça qu'on devrait apprendre. J'ai un prof qui m'a fait ça en spécialisation small business en école de commerce, où c'était t'avais des cellules comme ça, où t'avais un dirigeant qui venait parler de son expérience. T'avais pas vraiment de sujet, tu sais. Et le gars, il disait, mais je crois que j'en ai déjà parlé en plus. Je vais pas vous dire comment j'ai réussi. Je vais vous dire comment j'ai échoué. Oui. Parce que c'est ça qui est intéressant. Évidemment. Comment réussir, déjà, parfois on sait pas. T'as un facteur chance en business qui est assez important. Mais par contre, savoir analyser un échec, c'est pas un échec, c'est une erreur, un apprentissage, hein,
Un échec, pour moi, c'est quand on fait 2 fois la même erreur. Donc là, on n'a pas appris, c'est dommage. Mais la Oui, première ça fois... peut s'appeler une faute. Ça peut s'appeler une faute, Quand effectivement. tu as fait 2 fois la même erreur. Oui. Mais en tout cas, la première fois, si tu apprends de ton erreur, de ta faute, bah, c'est un apprentissage, c'est enrichissant. Et ben, dans le modèle français, alors, pas que français, j'ai pas la connaissance assez lointaine, mais en tout cas français, j'en suis sûr. Oui. On n'a pas cette. Non, dans cette le modèle capacité de le éducatif français, souvenez-vous, vous avez 3 sur 20. Bon, ça, ok, ça vous est pas arrivé souvent. Si. Mais voilà, vous avez 3 sur 20. 3 sur 20, on vous dit quoi? On vous dit, t'es nul. T'as jamais eu 3 sur 20, là? Non. 0 non plus? Si, 0, j'ai eu. Mais pas 3. Allez. Mais 0 parce qu'il avait marqué à la... Non, je me tapais 0 en orthographe. En fait, il y avait une matière. Les autres, j'avais toujours des bonnes notes, mais une matière, c'était l'orthographe. C'est vrai? Jusqu'au jour où j'ai eu le déclic. Jusqu'au jour où est apparu ChatGPT et le correcteur orthographique de Google. Il y a 2 mois. Depuis, il ne fait plus de fautes. Mais on vous dit ça, on vous dit 3 sur 20, t'es nul, tu n'y arriveras jamais. Ouais. Okay. Bon, bah, dans d'autres modèles, j'ai cité tout à l'heure les modèles scandinaves, je pourrais citer le modèle canadien. Ouais. Au Canada, on va te dire, tu as 3 sur 20, on te dit, tu as une marge de progression incroyable. Et je vous assure que ça ne crée pas les mêmes adultes. Ouais. Et ces fameux mêmes adultes qu'on va retrouver en entreprise qui sont défaillants sur le plan de l'estime d'eux-mêmes. Ouais. Oui. Et les managers aujourd'hui, en tout cas ceux que j'ai la chance et le plaisir d'accompagner, franchement, je me rends compte de ça. C'est que leur niveau de confiance en eux, leur niveau d'estime de soi est relativement faible. Et ça, c'est une généralité. En tout cas, je le constate souvent. Ouais. Et quel peut être ton en tant que prof, on va dire, quel peut être ton levier de changement de cette alors sur le plan de l'enseignement, tu veux dire? Oui. Puisque tu parlais de prof, alors je dirais pas prof, oui, je dirais plutôt intervenant. Je suis intervenant aujourd'hui. Mais ça reste de l'enseignement. Ça reste de l'enseignement et pour moi c'est très important parce que c'est le moyen justement de faire en sorte, notamment parce que j'interviens sur des masters management. Donc c'est de faire en sorte que les gamins, mais qu'est-ce qu'on leur dit? Qu'est-ce qu'on dit à cette fameuse génération Z que tout le monde décrit dans les entreprises françaises, décrit au sens de décrier, c'est-à-dire que tout le monde tape dessus parce que ils n'ont pas la même relation au travail que ma génération, la génération X, donc née dans les années 70. Nous n'avons pas la même vision de cette relation au travail, nous n'avons pas la même vision de l'autorité. Ils ont, je dirais, une conscience quand même d'un vrai équilibre qui doit exister entre pro et perso. Même si, alors moi, franchement, là-dessus, je leur dis souvent que, équilibre vie pro, vie perso, faire la distinction entre les deux, il y a quand même un côté un peu, pardonnez-moi l'expression, un peu bullshit. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si tu es toi-même, tu le seras au boulot, et puis tu le seras en rentrant le soir, et puis tu le seras avant d'attaquer ton boulot. Donc finalement... l'authenticité recroise un peu tout. Voilà, y a-t-il une différence entre vie perso et vie pro ? Non, ok, il y a une activité professionnelle et des activités un peu plus ludiques ou autres quand tu es dans ta vie perso. Mais ça reste une activité. Ouais. Le spectre activité, tu vois, activité pro, oui. Activité sportive, activité associative, c'est la même chose en fait. Mais activité, ça veut dire être dans l'action, tu vois. Mais oui. Et on revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Moi, je crois vraiment à ça. Vous voyez, quand des managers me disent « Laurent, avec tel ou tel collaborateur, je ne sais pas trop comment l'évaluer sur tel ou tel point. » Et je leur réponds systématiquement « Mets-le dans l'action. » Mets-le dans l'action, pas d'évaluation sans action, quoi. Parfois, on fait des entretiens d'appréciation où on va évaluer des compétences qu'on n'a même pas vues à l'œuvre. Et c'est là qu'on devient, je crois, un peu schizophrène quand même parfois dans les entreprises françaises. Tu parlais de la génération Z actuelle. Qu'est-ce que tu constates dans leur... Tu parlais de l'équilibre vie pro, vie privée, mais comment aujourd'hui tu les motives ou tu leur apprends à être à être dans l'être. À être dans l'être. Comment je leur permets d'aller puiser dans leur raison d'être. Ouais, c'est très intéressant de cette vision. Ouais, alors c'est d'autant plus intéressant que qu'ils sont questionnants. Ça veut dire qu'ils m'amènent moi à me questionner régulièrement. Pourquoi ? Parce que
Ils sont à la fois très difficiles à concentrer. Ils ont un niveau de concentration qui peut paraître comme extrêmement faible. Pourquoi ? Parce qu'ils sont hyper sollicités, réseaux sociaux, Internet. Bon, c'est la génération en fait, c'est pas qu'ils sont pas concentrés, ils n'arrivent pas à se concentrer sur un seul sujet. Exactement. Même ils n'ont pas réussi à avoir cette notion pour moi de pause. De rien, c'est-à-dire à un moment m'ennuyer. Oui. Enfin, moi, je sais pas toi, moi j'ai des souvenirs quand j'étais gamin de m'ennuyer. Et qu'est-ce que c'était bon. Qu'est-ce que c'était bon. Mais qu'est-ce que c'était bon. Oui, t'as raison. Là, on a toujours un truc à faire. S'ennuyer sur un banc, sur un banc avec des copains à refaire le monde pendant toute une journée sans rien faire. Je vais présenter ma femme, moi, c'est ce qu'elle me dit. Apprends à t'ennuyer. Je sais pas faire, moi, m'ennuyer. Je te jure, moi j'aime bien. Ben non, mais moi j'aimerais bien savoir faire. Viens avec moi, je vais t'apprendre. C'est vrai ? Ouais. Deal. Bon, pas la semaine prochaine, parce que je suis pas... Non. Non, sérieusement, hein. Quand s'ennuyer rime avec un peu d'introspection, ça peut être très sympa, effectivement, de s'ennuyer. Oui, pour moi, c'est extrêmement lié, donc oui, ça peut être pertinent. Après, pour revenir, donc, difficulté de concentration, oui, que je vois, mais en même temps, là où ils sont bluffants, c'est que, vous leur faites 21 heures de cours sur un sujet, bon, avec de l'interaction quand même, du questionnement, de l'écoute, etc., ils vous laissent l'impression qu'ils sont pas forcément vraiment là. Et puis, les 7 dernières heures, vous leur confiez un projet. Par exemple, récemment, je leur demandais de construire une boîte, de construire un business model sur une idée avec un point de douleur. C'est-à-dire, je rencontre un point de douleur dans mon quotidien, je décide de créer une boîte pour mettre fin à ce point de douleur qu'on appelle irritant, dans le domaine de l'innovation, du management d'innovation. Et là, ils me produisent des choses qui m'épatent. Pourquoi ? Qui m'épatent parce qu'ils démontrent que les 14 heures de cours précédemment ont totalement été intégrées, enregistrées. Et deux, ils m'épatent par leur niveau de créativité, clairement. Créativité parce que, non pas parce qu'ils sont plus créatifs forcément à la base que nous, mais simplement leur esprit, aujourd'hui, est ouvert à des tas de choses, des tas d'informations que nous n'avions pas à l'époque. Leur créativité est plus souvent titillée qu'avant, en fait. Oui. Tu vois, c'est pas qu'ils en ont plus moins, je pense que... Et en même temps, plus souvent sollicité. En même temps, c'est paradoxal avec même l'arrivée de l'IA ou de choses qu'on répète, où on a un vecteur de communication plus fort et plus unique. Donc ça, moi, je trouve ça intéressant. Oui, finalement, cette génération-là développe quand même de l'esprit critique, finalement. Oui, moi je le crois forcément, parce que sinon je me lasserais. Non, je me lasserais probablement. Et si vous avez des gens en face qui vous disent, attendez monsieur, le mémoire de 20 pages que vous me demandez de faire, ChatGPT va le faire bien mieux que moi, et je vais faire un copier-coller. Bon. Et tu ne vas peut-être même pas. Pardonnez-moi l'expression, on va vraiment s'emmerder ensemble. Ok, donc on est clairement pas là pour ça. Donc je travaille effectivement ce niveau de recul avec eux, cette prise de hauteur, mais je vois qu'ils peuvent l'avoir. Et là aussi, vous voyez, on parlait de système d'enseignement, mais c'est pareil dans les entreprises. On voit apparaître l'intelligence artificielle. Précisément en France, quelle est notre première réaction ? Notre première réaction, c'est quand même un rejet. C'est quand même de se dire que ça va remplacer des gens, que ça va remplacer des profs, ChatGPT. Et du coup, le système éducatif français se dit quoi ? Se dit, pour l'instant, on ne va pas légiférer comme en Italie, par exemple, où ils l'ont interdit, clairement. En France, on ne légifère pas, on regarde comment ça se passe. Oui, mais comment ça se passe ? Ça veut dire que tu as des enseignants, en fait, qui vont voir des étudiants, et au lieu de leur dire, tiens, on va travailler sur tel sujet, on va regarder ce que nous dit ChatGPT sur ce sujet. Et on va le challenger. Tu te rappelles que dans notre dernier parcours de Copernic, on nous en a parlé, ça, Didier ? Je ne sais plus si c'était ChatGPT ou pas, mais c'était exactement la même réflexion que toi. C'est-à-dire qu'au lieu de subir, en fait, le marché, et c'est un beau pareil avec l'entreprise, au lieu de le subir, essayons de le comprendre. Pour pouvoir le challenger et nous adapter aussi. Oui. Et puis à l'inverse, utilisons cet outil pour faire plein de choses, démultiplier nos forces en fait. C'est ça, et réfléchir à des choses à plus forte valeur ajoutée. Voilà, c'est ça. Mais c'est ok, enfin les robots, on n'en est pas... on n'est pas au plus rudimentaire là, des niveaux de l'automatisation surtout. Je veux dire, quand les cabines de péage, voire de télépéage sont arrivées, qu'ils ont supprimé la personne qui était à l'intérieur, ok, mais ça a créé d'autres postes. Oui.
Alors ça amène quand même, ça va être une révolution, c'est que ça va amener dans le métier du service, enfin des services, quels qu'ils soient, une vraie révolution. Bah oui. Ouais, parce qu'à l'équivalent tu vois, des ouvriers avec l'ère industrielle, c'est-à-dire que là, on a plein de gens qui faisaient des tâches administratives. Mais c'est le même parallèle. T'as raison, c'est le même parallèle. Ouais, mais c'est bien parce que. Alors, ouais, je comprends ce que tu veux dire. Donc c'est bien et c'est pas bien. Et ouais, ça peut être dangereux aussi. Comme on disait tout à l'heure, il faut tout pour faire un monde. Si on automatise trop les tâches répétitives, etc., il n'y a plus de place pour les personnes qui faisaient ce métier-là aussi à la base, peut-être. Ouais, la bonne raison, ou la bonne question, pardon, c'est de se poser l'idée que est-ce que ces personnes-là, étaient à la bonne place, et deux, est-ce que nous avions, nous, entreprises françaises, nous, dirigeants, donné la possibilité à ces gens-là de grandir véritablement, y compris en compétences, on en parlait tout à l'heure. Bah, je pense que oui et non. Hein. C'est-à-dire qu'on leur a pas donné l'opportunité, mais on n'avait pas les moyens non plus. Donc forcément, quand tu n'as pas de... Le parallèle, il est comme dans les entreprises, quand il y a une crise, tu sais. Bah, quand il y a une crise, moi je sais que je suis dans ma boîte limite le plus content quand ça merde, parce qu'au moins tu te réinventes en fait. Et c'est ça qui pousse ta créativité, c'est quand t'es un peu dans les cordes, quoi. Tu vois, le boxeur qui est dans les cordes, il va pas répéter sa gamme 3 fois si ça marche pas, le mec d'en face. Ça l'incite à être créatif pour... Je suis d'accord, mais on peut aussi partir du principe qu'il y avait des gens qui étaient heureux de faire leur métier au quotidien et que demain ce métier n'existera plus. C'est vrai aussi. Alors, c'est vrai, mais moi ce que j'entends... attention, je termine mon raisonnement, je le pousse au bout. Et par ailleurs, est-ce que du coup ça va pas augmenter encore, au lieu d'aller dans la sobriété, on va encore aller dans le je puise dans mes ressources de la planète encore plus. Alors, je pense pas qu'on ait la réponse, mais en tout cas... mais moi ça m'amène ce questionnement-là. Ce qui est intéressant dans ce questionnement-là, c'est la valeur du travail. C'est peut-être ça aussi le problème, c'est qu'aujourd'hui, demain, pourquoi on aurait besoin de travailler 10 heures par jour? Et pourquoi, alors je vais au bout, mon raisonnement c'est de dire, mais alors, prenons tous un revenu universel, et puis mettons l'IA au service de faire les choses à notre place. Oui, alors on va faire un deuxième épisode. Ouais, et puis ça pose effectivement... Non, mais je pousse le truc à l'extrême. Là, tu pousses au revenu universel, mais effectivement, Eric Delassus, philosophe d'entreprise, qui publie assez souvent sur LinkedIn, a publié un post sur l'entreprise anthropocène, c'est-à-dire la capacité que les entreprises ont finalement à... exploiter les ressources de la planète alors qu'elles pourraient faire bien différemment, mais sans tomber forcément d'ailleurs dans de la décroissance. C'est de la croissance différente, vous voyez, c'est de la croissance plus qualitative, c'est pas forcément de la décroissance. Et c'est là que, encore une fois, en France, la dichotomie existe. Moi, la problématique, c'est le référentiel, parce qu'aujourd'hui, on parle croissance par rapport au PIB. Croissance du PIB, c'est la croissance d'un capital. Oui, mais aujourd'hui... Moi, la conversion du capital, je vais au bout, c'est qu'aujourd'hui, elle est basée quand même sur des énergies carbonées et donc sur de la ressource. Oui. Donc il faut réinventer d'autres référentiels de croissance. Moi, je ne suis pas contre la croissance, c'est juste se dire, en fait, on n'a plus les bons référentiels. C'est ça, une autre croissance. Une croissance plus qualitative, une croissance qui respecte plus la planète, une croissance plus sociale. Et savoir abandonner aussi, on en parlait ce matin. Du coup, la dernière fois, quoi. On en parlait ce matin avec quelqu'un qui s'appelle Hubert. On évoquait ce sujet justement de décroissance qui est un peu à la mode, mais en fait c'est limite pas le sujet d'un point de vue global, que ce soit une croissance ou une décroissance. C'est comment est-ce qu'elle est faite cette croissance, tu vois. Et c'est se séparer de croissance inutile au profit d'une croissance ou d'une économie. Plus en lien avec les enjeux planétaires. On nous a fait quand même aujourd'hui consommer des choses qui ne sont pas utiles. Oui, c'est ça. Ça ramène la notion de bonheur. Le sujet, il est sur l'utilité et l'inutilité. Voilà, on digresse de ouf. Non, mais ça fait partie aussi des questions que se posent les entreprises, y compris dans leur management. Si on replace le manager, il est au cœur de ça aujourd'hui. Évidemment. Le manager aujourd'hui qui fait fi de tout concept ou de tout principe RSE, mais le vrai a peut-être un souci d'avenir. La vraie RSE. La vraie, oui. Parce qu'effectivement... Oui, pas le greenwashing, tel qu'on peut...
Mais est-ce qu'on arrive à le définir, le greenwashing? C'est une bonne question. Moi, je pense que ça dépend aussi de la valeur globale, enfin, la vision de l'entreprise. Déjà, dans RSE, vous avez quand même social, hein, le mot responsabilité sociale de l'entreprise. Ça veut dire pas seulement environnementale. Oui, tout à fait. Donc c'est déjà une première nuance. Qui est souvent oubliée d'ailleurs. Voilà. La deuxième intéressante, il me semble, c'est de se dire le greenwashing, ça peut être à un moment donné simplement j'organise le tri de mes déchets dans l'entreprise. Et je fais en sorte de maintenir ma température à 19 degrés, même si les gens en plein hiver... Et je communique dessus. Parce que en fait, c'est pas tant de le faire. Oui, ça, mais de le faire parfois au détriment même des salariés. C'est-à-dire, vous voyez, le greenwashing pour moi, c'est effectivement surcommuniquer pour masquer quelque chose qui serait pas totalement fait déjà, ou mal fait, ou simplement pour montrer que oui, on a mis les thermostats à 19 degrés. En même temps, il y a X salariés qui sont tombés malades, parce qu'ils se sont gelés tout l'hiver, clairement. Vous voyez. Bon, est-ce que ça a vraiment aussi du sens? Tout ça pour dire et pour communiquer sur le fait que nous réduisons notre consommation d'électricité au niveau du chauffage et c'est bien, et nous rentrons dans ce grand mouvement qui est la responsabilité environnementale, le développement durable, qui est différent pour moi de responsabilité sociale de l'entreprise, qui englobe une partie. D'ailleurs, on en parle très peu de la sur les relations sociale. Alors, c'est un sujet que je connais un peu quand même, mais pour le coup, moi perso, quand je regarde ce qu'il y a autour de moi, je vois beaucoup dans la RSE, effectivement, je trie le papier, le côté écologique, alors, pas au sens étymologique, mais le côté écologique, mais pas le côté social. Enfin, honnêtement, contredis-moi s'il te plaît, parce que je vois pas de mise en avant, à part sur les sujets d'inclusion, mais à ce moment-là, les grosses boîtes aussi. Inclusion, égalité homme-femme. Ouais, mais alors ça, encore une fois, égalité homme-femme, ça veut dire quoi? Alors ça, tu veux qu'on rentre dans ce débat? Non, je questionne. Est-ce que c'est de la RSE? Ah ouais, mais l'accès, c'est pas l'égalité, c'est pas pareil. Oui, mais... Ah ouais, mais on dit égalité. Bah non, c'est l'accès. Tu as tout à fait raison, c'est l'accès qui est important. Oui, alors moi le mot en plus égalité par définition me fait peur, je préfère l'équité. Bah oui, équité homme-femme, équité de traitement, clairement. Non mais pas homme-femme, équité tout court. Oui, équité de traitement homme-femme parce qu'on parlait du sujet, mais oui, tout on parle d'inégalité, quand on parle d'inégalité sociale, pour le coup, c'est une inégalité sociétale en fait. Moi aujourd'hui dans les entreprises, pour moi, on parle aussi du social et RH, sauf que sur la place publique, on perd beaucoup d'environnement parce que en fait, le changement climatique, c'est un truc qu'on nous rabâche là et que on commence à toucher du doigt à des moments dont on voit les effets. Voilà. Oui, mais parce qu'on gère tout en urgence. C'est juste ça. Parce qu'on gère tout en urgence. On ne fait que de la gestion d'urgence. Là, c'est un sujet climatique, mais demain, quand ça sera un sujet social... Mais ça va devenir un sujet social, puisqu'il va y avoir des flux migratoires. Et c'est ça le problème. Aujourd'hui, on ne le traite pas. On traite que l'urgence. Oui, et puis les sujets sociaux vont aussi partir de sujets, j'allais dire, naturels. C'est-à-dire que clairement, on va se poser dans quelques années le problème de l'eau, qui va devenir vite un problème social. Mais sans parler de la nourriture. Et de la nourriture. Quand on va avoir les supermarchés où ça va nous faire bizarre, on va retrouver à faire la queue pour aller prendre de la farine, ça va nous faire bizarre. Oui. Alors il y a des tentatives quand même, pour répondre Paul sur l'aspect social. Moi je crois beaucoup quand même encore une fois, si elles le font pour de vraies raisons, et pas seulement pour communiquer, mais je crois beaucoup aux tentatives d'entreprises citoyennes. Oui, tu peux nous en parler ? Notamment celles qui agissent sur leur territoire, qui mettent en avant des fournisseurs, par exemple, locaux parfois, qui de fait ne vont pas te faire venir un conteneur de 12 000 km, mais que tu vas pouvoir faire travailler à quelques dizaines de kilomètres du lieu de ton entreprise, qui font vivre aussi, il faut clairement le dire, parce que les entreprises font vivre aussi des territoires, sur le plan à la fois effectivement des emplois, très clairement, mais aussi des commerces, plein de choses qui se passent autour de l'entreprise. Moi je crois beaucoup en ça. Et je pense, alors là de nouveau, on va reparler de notre histoire d'entreprise taylorienne, si on parle de l'État, alors si on parle de culture judéo-chrétienne, d'un État
qu'on pourrait qualifier de, bien sûr, pas totalitaire, hein, mais je cherche le mot exact. Mais vous voyez, cet État centralisateur. Oui. Voilà. Cinquième République. Et voilà. Et je pense qu'en France, nous ne sommes pas les champions de la décentralisation. Alors, je ne dis pas que l'Allemagne avec ses Länder est un exemple, mais est un exemple 100% satisfaisant. Mais interrogeons-nous sur la manière dont les décisions sont prises aussi sur les territoires, sur les régions, localement, vous voyez, et avec les entreprises, parce que moi je suis convaincu d'un truc, vous voyez, on n'en a pas parlé peut-être encore, mais si un petit peu, on a parlé du rapport au travail des salariés français. Hein, ce fameux rapport au travail, la grande démotivation, la grande démission, la démission silencieuse, tout ça. Ce rapport au travail, finalement, est-ce que, je pose la question, mais moi j'ai envie d'avoir la réponse en disant oui, est-ce que les entreprises ne seraient pas au cœur véritablement de cela, c'est-à-dire d'être en responsabilité de changer ce rapport au travail des salariés français? Ou là encore, on va attendre finalement que ce soit l'État qui légifère. Ça, c'est typiquement français. Il faudrait quoi pour que ça change? Pour changer ce rapport au travail, il faut. Alors, on va revenir à un management bienveillant, un management à la fois bienveillant et exigeant, celui qui rend les autres importants selon la définition que je vous ai donnée au début de notre échange, celui qui permet véritablement de grandir, celui qui fait que on n'est pas heureux au travail, mais on s'y sent bien. Vous voyez, en toute sécurité psychologique, qu'on a une vraie capacité, en tout cas qu'on nous laisse la capacité à certes être autonome, responsabilisé quand on veut être responsabilisé, qu'on a le droit à l'erreur, bref, tout ça, ça changerait quand même un peu le rapport au travail, je le pense vraiment, qu'ont les salariés français avec le travail. C'est ta mission? C'est ma mission divine, en tout cas c'est ma vocation et j'ai envie de poursuivre ça. Ça tombe bien, c'est la nôtre. Ouais. Ça fait plaisir d'entendre ça. On s'est pas rencontrés pour rien. Il n'y a pas de hasard dans la rencontre. Il n'y a que des rendez-vous. C'est ça. Il ne nous reste plus qu'à te proposer un prochain rendez-vous alors. Messieurs, avec grand plaisir. On se reverra, je l'espère, en compagnie de personnes qui sont dans le même état d'esprit que toi, sur lesquelles on pourra échanger. Ouais. Ravi de ce moment avec toi. Et avec toi aussi, Paul. Merci, Eric. Moi aussi, un grand merci à vous, messieurs. Merci, Laurent. C'était un vrai bon moment d'échange. C'est vrai. C'est ça qu'on s'est connus il y a 1h30. Hein. Oui, il faut le dire. C'est ça la magie de ma petite entreprise. Exactement. Merci beaucoup à vous. À très bientôt. À bientôt, au revoir. Ciao. Au revoir. Les studios. Vas-y, fais un clap de fin comme ça. On en a deux. Clap de fin pour Samir. Oh, c'est beau. C'est excellent. Waouh! On peut remettre la clim. Volontiers.